Bienvenue dans cette première édition du bulletin hebdomadaire de l'information de la MINUSCA. 652, c'est le nombre d'élèves policiers honorés lors d'une cérémonie de fin de formation en présence du chef de l'État et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. La MINUSCA, à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires, dote l'ENAM de 2 nouveaux bâtiments et initie une formation à l'intention des professionnels pénitentiaires. Opportunité pour tous, les personnes en situation de handicap ont eu l'opportunité de postuler à des offres de volontariat en ligne suite à un atelier dispensé par le Bureau des volontaires des Nations Unies. Et enfin, le contingent numéro 5 des forces spéciales bangladaises a reçu la médaille de l'ONU lors d'une cérémonie présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuliti. Bonsoir à tous. Des élèves policiers ont été honorés lors d'une cérémonie de fin de formation en présence du chef de l'État et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Cette formation a été soutenue par la MINUSCA conformément à son mandat dans le but de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Plus de détails dans ce reportage qui a été réalisé lors de la cérémonie à l'École nationale de police au PK10. Le mercredi 25 août, à l'École nationale de police au PK10, s'est tenue une cérémonie de fin de formation de la 20e promotion de 5 stagiaires lieutenants de police et de 652 élèves policiers, dont 183 femmes, en présence du président de la République, Faustin Archange Touadéra, du Premier ministre Henri-Marie Dandra, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mankeur Ndiaye, et des membres du gouvernement, ainsi que des représentants du corps diplomatique. Dans son discours de circonstance, le président de la République a transmis un message de félicitations et a rappelé aux élèves policiers leur sens du devoir. Gardiens de la paix, vous travaillerez près de la population, dans la vision de la police de proximité. Vous apporterez aide et assistance aux personnes en danger, quelles que soient les circonstances, et ceci de manière désintéressée. Par la tenue de corps que vous portez si fièrement, vous symboliserez la République. Vous la représenterez partout et vous la défendrez contre les malfaiteurs, les délinquants et tout ce qui perturbe au quotidien l'ordre public. Le peuple doit être fier de vous. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a, pour sa part, tenu à souligner l'engagement de la MINUSCA pour le renforcement des effectifs de la police et de la gendarmerie centrafricaine afin de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. La résolution 2552 du Conseil de sécurité du 12 novembre 2020 nous demande de promouvoir et de soutenir l'extension rapide de l'autorité de l'État sur tout le territoire de la République centrafricaine, notamment en appuyant le déploiement dans les zones prioritaires d'agents de la police et de la gendarmerie nationale agréés et formés. Au vu de ces lignes d'instruction claires et précises, c'est avec le sentiment du travail accompli et admiratif que ce que nous sommes capables de bâtir de manière conjointe que je me tiens devant cette auguste assemblée. La cérémonie a été précédée d'exercices pratiques avant la remise des diplômes, en présence également des familles des récipiendaires qui ont fait le déplacement. Une des particularités saluée par les autorités ainsi que par les partenaires est le nombre croissant de femmes engagées représentant 28% de cette promotion. En effet, ces jeunes filles et ces jeunes hommes font la fierté de leur famille et de toute une nation. Poursuivons. La MINUSCA, à travers sa section des affaires pénitentiaires et judiciaires, a procédé à la remise officielle de 2 bâtiments, 2 salles de formation pour les élèves pénitentiaires. Cette cérémonie s'est déroulée à l'ENAM, l'École nationale de la magistrature. Nos reporters Crispin et Bata se sont rendus à l'École nationale de magistrature pour nous en dire plus.
La MINUSCA, à travers sa section des affaires pénitentiaires, a procédé le 23 août 2021, lors d'une cérémonie officielle, à la remise de 2 bâtiments servant de salle de formation et une salle de simulation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, en présence des élèves agents pénitentiaires et du directeur général de l'ENAM, le professeur Richard Filakota. La capacité d'accueil telle que nous connaissons aujourd'hui et telle que je l'ai héritée en arrivant à la tête de l'ENAM, cette capacité d'accueil, elle est très amoindrie. Et aujourd'hui, on se rend compte que la demande commence à augmenter, et non seulement pour former les acteurs judiciaires, mais aussi les agents de l'administration de manière générale. Ces 2 salles de formation visent à améliorer la capacité d'accueil de l'ENAM et à assurer la formation des administrateurs de la fonction publique. La mise à disposition de ces 2 salles va accroître la capacité d'accueil de l'ENAM et aussi rendre plus aisés les enseignements pratiques avec cette salle de simulation. Cet apport de la MINUSCA à l'État centrafricain concourt au bon déroulement des activités académiques et pédagogiques telles que des formations initiales, des stages de perfectionnement, des séminaires et conférences. Il est important de rappeler que l'ENAM est l'unique institution étatique chargée de la formation et du perfectionnement des cadres de l'administration publique, mais elle est confrontée à des difficultés infrastructurelles. Ce soutien de la MINUSCA a coûté 61 millions de francs CFA. Merci Crispin et Bata. Nous allons à présent vous parler d'une initiative louable lancée par le Bureau des volontaires des Nations Unies. Des personnes en situation de handicap ont eu l'opportunité de postuler à des postes de volontaires nationaux et internationaux en ligne. Ce programme a eu pour objectif de promouvoir l'inclusivité et de permettre à plus de personnes en situation de handicap à obtenir des emplois. Plus de détails dans ce reportage. Le jeudi 19 août 2021, le Bureau des volontaires des Nations Unies a organisé à la base logistique de la MINUSCA un atelier à l'intention de 60 personnes, dont 10 femmes vivant avec un handicap, afin de leur montrer comment elles peuvent postuler à des postes en qualité de volontaires nationaux et internationaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'inclusivité pour ouvrir le volontariat à toutes les catégories de personnes, y compris les personnes vivant avec un handicap. On a fait une petite introduction en expliquant ce qu'est le programme VNU, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre si jamais ils sont sélectionnés comme volontaires. Après, on est rentré dans le système VNU pour s'enregistrer en ligne comme candidat et pour postuler pour des postes spécifiques qui sont vacants. L'identification des participants diplômés a été faite avec l'appui des associations des personnes en situation de handicap. Présents lors de ce premier atelier, les participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir obtenu cette opportunité. Par rapport à cet atelier, je suis très heureuse parce que ça va me donner une chance encore davantage pour faire quelque chose dans la vie. Je ne peux pas rester comme ça par rapport à mon handicap, non. Étant personne handicapée, on a des ambitions. Mais il y a une vieille culture là qui nous est ancrée que étant handicapé, il n'y a pas possibilité qu'on puisse travailler ou bien aller sur le terrain. Et c'est ancré, ce qui fait qu'on n'a pas osé saisir des opportunités qui étaient données à tout le monde. Mais avec la nouvelle vision d'inclusion pour tous, donc ce n'est plus question de handicap, mais c'est question de capacité, si on est en mesure ou non intellectuellement. Le programme des volontaires des Nations Unies a été créé en 1970. Actif dans près de 130 pays et présent sur le terrain dans plus de 80 pays, le programme est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement et il rend compte de ses travaux au Conseil exécutif du PNUD. En République centrafricaine, on compte environ 300 volontaires nationaux et internationaux. Mais très peu de personnes en situation de handicap sont recrutées. Cet atelier est la première initiative à Bangui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, certes, mais en tout cas, j'encourage juste les participants à pouvoir se donner eux-mêmes parce que nous ne faisons qu'une partie du travail. Et donc, c'est à eux de pouvoir finaliser le reste parce que travailler pour les Nations Unies, que ce soit comme volontaire ou comme professionnel, c'est très compétitif. Et donc, nous encourageons les participants à pouvoir se mettre dans cette posture-là.
Une deuxième session est prévue avec le même groupe de participants au mois de septembre 2021 pour finaliser l'ensemble du processus. Une sensibilisation à l'intention des recruteurs est aussi programmée afin que ces derniers puissent être favorables à ces candidatures si elles remplissent les critères professionnels. Il s'agit d'une initiative qui devrait être encouragée par toute organisation, toute entreprise, toute institution. Les soldats de la paix proviennent de nombreux pays et l'un des plus grands contributeurs est le Bangladesh. Présent en République centrafricaine depuis 2016, ces troupes réalisent des opérations variées dans le cadre du mandat de la MINUSCA. Le contingent numéro 5 en fin de mission a reçu lors d'une cérémonie présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuliti, la médaille de l'ONU en reconnaissance de leur service. Notre collègue Crispin s'est rendu à la base militaire Mpoko afin de réaliser le reportage qui va suivre. 150 éléments du contingent bangladais de la MINUSCA en fin de mission ont reçu la médaille des Nations Unies à leur base le jeudi 19 août 2021. Cette distinction est attribuée aux casques bleus déployés en République centrafricaine après au moins 3 mois de présence, souvent à la veille de leur départ, en reconnaissance à leur service pour la paix. La cérémonie a été présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Kuliti, en présence du commandant adjoint de la force, le général de division, Paulo Emmanuel Maya Pereira, et du directeur d'appui à la mission, Emmanuel Agawu. Les opérations de maintien de la paix restent l'une des réponses les plus innovantes pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Bangladesh est l'un des principaux contributeurs de troupes aux missions des Nations Unies depuis 1988. Aujourd'hui, nous rendons un hommage sincère à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime en servant sous le drapeau bleu. Le 27 décembre 2020, des groupes armés ont attaqué le bureau de vote de Bozoum et le 9 janvier 2021, ils ont attaqué le camp des Faka à Boar. Lors de ces deux attaques, la force Bangladesh de la MINUSCA a fait preuve d'un courage et d'une bravoure exceptionnelle pour contrer l'attaque des groupes armés avec l'appui des forces armées centrafricaines et ont réussi à prendre le contrôle des sites. En raison de leur professionnalisme, courage et de leur bravoure exceptionnelle, les éléments du contingent bangladais des forces spéciales numéro 5 de la MINUSCA reçoivent la médaille de l'ONU. Depuis leur arrivée en Centrafrique, au-delà des fonctions habituelles de protection des populations civiles, le contingent bangladais a fait ses preuves à travers les opérations spéciales de bouclage et de recherche, des opérations d'extraction et de sauvetage et d'arrestation des cibles désignées. Votre dévouement, votre compétence et votre valeur sont dignes des normes professionnelles les plus élevées des Nations Unies. Votre pays d'origine, la République populaire du Bangladesh, peut être fier de vos réalisations au service de la paix et du peuple centrafricain sous le drapeau des Nations Unies. Pour rappel, le Bangladesh est l'un des plus gros contributeurs de troupes de l'ONU. Le pays participe aux missions de paix depuis 1988. À ce jour, 176 647 soldats bangladais ont participé à 55 missions des Nations Unies dans 40 pays différents. Nous prenons une courte pause. À notre retour, nous allons recevoir notre invité du jour, le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, pour un entretien exclusif suite à des déplacements récents qu'il a effectués dans des pays contributeurs de troupes. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé.
Nous sommes de retour et cette partie de l'émission, nous la consacrons à des invités de divers profils pour des entretiens exclusifs. Et pour cette première édition, nous recevons le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, qui a accepté de partager avec nous les perspectives, les échanges et les recommandations issues de ces déplacements récents dans les pays contributeurs de troupes. Nous l'écoutons. Mon général, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous allons parler de votre récente visite. Vous vous êtes rendu dans des pays contributeurs de troupes. Pouvez-vous nous dire quels sont ces pays et quels étaient les objectifs de cette visite? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, la télévision de la MINUSCA et aussi de me donner l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs, que je remercie aussi en passant, puisque nous avons le devoir de leur rendre compte de ce que nous faisons au sein de la mission. Concernant donc, les pays que j'ai eu à visiter récemment, il s'agit particulièrement du Cameroun et ensuite du Gabon. Mais auparavant, je m'étais déjà rendu au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Et l'objectif de ces visites, c'est d'abord d'aller en direction des pays contributeurs de troupes, puisqu'il y en a beaucoup qui contribuent à la force de la MINUSCA et partant la MINUSCA, d'aller vers ces pays, puisque très souvent, ce sont ces pays qui viennent à nous. Je pense qu'il est utile d'établir un lien d'interaction au niveau horizontal, et de pouvoir aussi leur apporter toute notre reconnaissance par rapport au fait qu'ils ont accompli le sacrifice d'envoyer leurs fils et leurs filles pour venir pour la cause de la paix en République centrafricaine et servir au sein de la MINUSCA. Nous devons donc d'aller vers ces pays pour leur témoigner cette reconnaissance, leur dire aussi comment se comportent leurs troupes et ce que nous avons pu constater, là où des efforts peuvent être faits pour améliorer la contribution de ces troupes et aussi les entendre, connaître leurs besoins et leurs recommandations par rapport à certains aspects. C'est nécessairement pour établir un contact et aussi témoigner de notre reconnaissance vis-à-vis de ces pays. Alors vous avez rencontré les autorités de ces deux pays, donc le Gabon, le Cameroun. Est-ce que c'est possible de partager brièvement avec nous les discussions que vous avez pu avoir avec ces autorités? Oui, nous avons essentiellement parlé justement des questions de la force et des aspects opérationnels. Donc, à ce titre, d'abord, nous leur avons témoigné que ces troupes se comportaient bien dans l'ensemble. Nous avons particulièrement insisté sur les aspects opérationnels qui concernent la posture de ces troupes et l'état d'esprit. Vous savez que le maintien de la paix aujourd'hui se passe dans des contextes beaucoup plus difficiles qu'avant. Avant, le maintien de la paix, c'était dans des zones où des accords de paix avaient été conclus, où aussi il y avait un cessez-le-feu, et à des zones tampons qui étaient entre les différents belligérants, et ce sont ces zones tampons que les missions de maintien de la paix géraient. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on se trouve dans une situation où les conflits sont asymétriques, même si par ailleurs il y a des accords de paix, leur application sur le terrain pose toujours problème, et il se trouve que la violence peut être présente un peu partout. Donc la posture, notre posture et notre état d'esprit doit changer et évoluer avec cela, dans un contexte aussi où les conflits sont asymétriques. C'est pour cela donc que lorsqu'on rencontre ces pays, on insiste sur le fait qu'il faut qu'ils puissent développer la culture d'un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit robuste et fort pour pouvoir faire face aux différentes menaces qu'ils auront rencontrées dans le théâtre. Donc, nous avons insisté sur cet aspect-là. Le second point, c'est le soutien logistique. Le soutien logistique, vous savez que les missions de maintien de la paix, il y a des moyens qui accompagnent les peacekeepers, c'est-à-dire donc les soldats de la paix, les moyens roulants, là où ils habitent, et aussi les capacités nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus opérationnels.
il faut que ces moyens soient au top. C'est-à-dire donc non seulement qu'on sélectionne, on choisisse les moyens de transport les plus appropriés au théâtre, mais aussi que le maintien en condition, c'est-à-dire le soutien logistique, le ravitaillement en pièces de rechange puisse suivre de façon régulière. Parce que vous imaginez si des soldats de la paix sont dans un milieu hostile et qu'ils ont en même temps à faire face à des problèmes d'ordre mécanique, cela peut entraver et les mettre à risque. Donc on a insisté aussi sur cet aspect des choses. On a insisté aussi, on a échangé sur la qualité du choix du personnel. Le choix du personnel et particulièrement le choix du leadership. C'est quelque chose d'essentiel dans ces missions de la paix parce qu'on dit que dans l'armée, on aime à dire que la troupe est à l'image de son chef. Donc cela a été bien compris par eux. Et nous avons aussi abordé la question des abus et exploitations sexuelles et par ailleurs aussi de la question de la discipline. Et pour terminer sur le sujet de l'heure qui concerne le monde entier, c'est-à-dire le Covid-19 et toute la campagne de vaccination que les Nations Unies sont en train de mener au sein des différentes missions et singulièrement au sein de la MINUSCA. Voilà, de façon ramassée, le sujet qu'on a eu à traiter, à aborder, et il y a eu de la compréhension de part et d'autre et des engagements aussi de part et d'autre. Alors justement, ces deux contingents gabonais et camerounais, est-ce que vous avez des moments forts, des moments clés sur des situations qu'ils ont eu à vivre, notamment les Camerounais à Bossangoa ou encore les Gabonais dans la ville d'Alindao? Oui, il y a eu beaucoup de moments forts. J'en veux pour preuve pour ce qui concerne le contingent camerounais. Lorsque nous avons connu la crise du mois de décembre et de janvier, ce contingent qui est au niveau de Bossangoa a pu circonscrire et arrêter et freiner la menace des éléments armés au sein de la coalition qui voulaient en découdre avec le pays. Donc à ce niveau, ils ont joué leur rôle pleinement et entièrement. Ils ont su bloquer, ils ont su empêcher certains de partir de cette région, la région de Bossangoa et les villages environnants pour venir sur la MSR 1 par exemple. Par ailleurs, en ce qui concerne le contingent gabonais, vous savez qu'ils sont à Lindao. Aussi, il y a eu des événements assez récents où ils ont bien joué leur rôle et ils ont contribué à ramener la paix et la sérénité dans cette localité. Et ce contingent d'ailleurs vient d'avoir un renforcement en équipement neuf. Je pense qu'il va encore augmenter et améliorer leur potentiel en matière opérationnelle. Donc ce sont deux contingents à saluer dans le cadre de leur activité. Et justement, nous sommes allés vers ces pays pour que là où il y a des possibilités encore de travailler, à améliorer, des efforts seront faits dans ce sens. Mais ce sont des contingents qui nous apportent entière satisfaction. Alors, pour finir, quel enseignement vous tirez de ces visites et quelles sont les perspectives, la prochaine étape? Bien, les enseignements, tout d'abord, nous pensons que c'est une opportunité pour nous de pouvoir établir un lien horizontal entre la mission et les pays contributeurs, ce qui manquait. Si nous venons de commencer cette expérience, et je pense qu'il faille la continuer parce que ce que nous avons constaté lors de nos échanges a été très positif. J'estime que c'est une action qu'il fallait nécessairement entreprendre, c'est-à-dire aller vers les pays contributeurs de troupes. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième point, c'est ça nous a permis de voir les conditions de préparation des unités, d'avoir des rencontres avec la chaîne de commandement de ces unités dans leur pays d'origine et leur apporter notre soutien et aussi leur passer le message du maintien de la paix qui est de la posture robuste qu'ils doivent avoir et puis aussi pouvoir aussi passer le même message aux autorités nationales, militaires et politiques parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer et les ministres de la Défense de chacun de ces deux pays et les chefs d'état-major et toute leur équipe. Voilà, donc ça c'est le deuxième enseignement. Et aussi, comme je le disais, c'est tout simplement un témoignage de reconnaissance envers ces pays qui ont accepté
envoyer leurs fils et leurs filles pour venir contribuer pour l'avènement de la paix en Centrafrique. Et cette paix au péril de leur vie, puisque nous avons aussi, vous savez, on a perdu des soldats de la paix, paix à leur âme. Nous nous inclinons devant leur âme et nous leur souhaitons d'être en paix au paradis. Mais ce sont des missions à risque et en retour, la mission aussi se doit d'aller vers ces pays pour témoigner toute sa reconnaissance et transmettre aussi le message du représentant spécial qui est celui-là qui a bien voulu que ce genre de mission puisse s'opérer, ce genre de visite puisse se faire. Et nous allons continuer. Nous avons entamé, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous pensons que nous avons commencé par les pays les plus proches, mais nous allons les étendre progressivement. Il y a beaucoup de pays qui contribuent à la MINUSCA, puisque ce sont les Nations Unies. C'est ouvert à tous les pays du monde. Et donc, ces pays, c'est vrai que ça peut nous prendre du temps, mais il va falloir aller vers ces pays pour leur témoigner tout cela et aussi en même temps leur donner les informations nécessaires pour qu'il y ait une meilleure préparation de leurs troupes afin que lorsqu'elles seront sur le terrain, le résultat soit au rendez-vous. Alors justement, vous parlez de beaucoup de pays, donc cela traduit beaucoup de cultures différentes, des façons de commander différentes, etc. Comment vous, en tant que général, vous arrivez à unir toutes ces troupes-là sous le drapeau des Nations Unies? Comment cela se fait sur le terrain? Il faut dire que d'abord les militaires ont un langage commun, quelles que soient les contrées dans lesquelles ils se trouvent dans le monde. On a l'occasion, par les formations que nous recevons, les stages que nous menons dans divers pays. Personnellement, j'ai été dans divers pays du monde pour faire mes stages. Et cela contribue à améliorer, à enrichir la culture militaire. Et le travail sur le leadership, quand on parle de leadership militaire, c'est le même un peu partout. Donc c'est en fonction de cela, et l'esprit aussi des Nations Unies qui est de travailler en intégration. Quand vous mettez tout cela ensemble, ça facilite le travail. Et donc moi, personnellement, je me base sur mon expérience. J'ai eu déjà à faire pas mal de missions de maintien de la paix. Je me fonde aussi sur ma formation qui m'a donné l'opportunité d'aller dans beaucoup de pays du monde et de participer à plusieurs stages et à plusieurs formations dans différentes contrées. Et donc c'est avec tout cela que je pense pouvoir être en mesure d'accomplir au mieux cette tâche qui est de fédérer toutes ces composantes. Et c'est pour nous une richesse en plus, parce qu'on apprend toujours. On apprend toujours avec ces unités. J'ai eu à apprendre encore quand je suis venu ici comme force commande au sein de la MINUSCA en République centrafricaine. J'en ai appris auparavant aussi dans d'autres missions de maintien de la paix et nous allons continuer dans ce sens. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est que la mission, la force, et partant toute la mission, nous œuvrons au mieux pour pouvoir avoir les troupes qui sied afin que la paix puisse revenir en République centrafricaine. Nous travaillons à avoir les unités les plus opérationnelles possibles. C'est pourquoi nous entreprenons ces missions. Et parce que pour nous, l'objectif final, c'est une paix durable en République centrafricaine. Et il y a de la place pour tous les acteurs pour contribuer à apporter cette paix en République centrafricaine. Et c'est mon dernier mot. Et je voudrais que les téléspectateurs, justement, puissent comprendre que la MINUSCA est tout simplement là pour la contribution à la paix. Et c'est notre tâche, c'est notre objectif. Et c'est ce à quoi nous allons nous y atteler. Merci, mon général. Merci. C'était le bulletin hebdomadaire de l'information de la MINUSCA. Je suis Pascal Serra. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.